C'est une des romancières les plus aimées dans le monde entier, Fatou Diom. De quoi aimer vivre? Des nouvelles exceptionnelles, mortel l'amour, mais lui seul sauve Fatou. Albin Michel qui publie ce magnifique recueil. D'abord, j'ai envie de dire, c'est quoi les mots? Parce que là, on est dans la semaine de la langue française en ce moment, et je crois que vous aviez dit, Fatou, que les mots consolent. Oui, les mots consolent, ils nous aident à garder des choses importantes de notre vie. Donc, les mots permettent de conserver des souvenirs. Et c'est comme si on faisait une réserve d'émotions aussi. Et je disais que les mots nous permettent de confisquer ce que la vie nous prend. Oui. Les mots consolent de quoi, au fond? Des pertes, des manques, des absences. Et avec les mots, on peut recréer des vies. Donc, écrire les romans, par exemple, c'est recomposer des vies. Comme disait George Lucas, le roman est un reflet d'un monde éclaté. Oui. Et je pense qu'on ramasse des petites pièces comme ça pour recomposer un monde ou bien en inventer un autre. Oui. Vous avez dit aussi, la langue française est une coquette, il faut la conquérir. Oui, elle ne se laisse pas faire parce qu'elle a des règles grammaticales et orthographiques tellement complexes et on prend du temps à maîtriser cette langue. Et petit à petit, on s'y sent de plus en plus à l'aise. Donc, au début, c'est comme une porte qu'on ouvre qui résiste et plus on pousse, plus ça s'écarte. Et à un moment donné, on se sent vraiment accueilli dans cette langue parce qu'on commence à jouer dedans et à se faire plaisir. Oui, avec les langues aussi qui viennent du Sénégal, qui font partie de la francophonie. Oui. Donc, ces langues-là, pour moi, c'est une concomitance à la fois d'émotion et aussi de cosmogonie et de compréhension. J'utilise le sérère pour me rappeler mon enfance. Souvent, c'est drôle, hein, c'est comme quand on rêve. Si je rêve de mes grands-parents, je parle en sérère. Et si je rêve et ça se passe en France, je parle en français, c'est très drôle. Sauf que quand j'écris, tous ces rêves-là cohabitent. C'est un alliage. Je pense qu'on ne traduit pas le sérère, en fait. On traduit un état d'esprit, on traduit un imaginaire. Et on essaie de le dire en français. Oui, chercher le bonheur, c'est oser le vertige. Oui. Hein, c'est ce que disent un peu ces nouvelles là que vous publiez, Fatou. Oui, c'est oser le vertige parce que chercher, c'est contre l'inertie. Et se mettre en mouvement, c'est aussi se mettre en danger. Et il y a toujours une espérance qui nous pousse à avancer. Mais on ne sait pas ce qui est devant nous. Cette curiosité-là, c'est une forme de vertige, c'est un appel. On répond à l'appel de l'horizon sans savoir ce qu'on va trouver. Donc, c'est se mettre en danger, c'est accepter l'idée d'un vertige possible. Et puis il y a les mots qui sont comme des armes aussi, Fatou Diom. Je vous cite, hein, avant d'accuser les rusés renards extérieurs qui se partagent le fromage africain, blâmons d'abord leurs malléables complices locaux, ces leaders low cost. Oui. Qui sont-ils, ces leaders low cost? Les faux bergers qui privent les enfants d'Afrique du lait de leur mère. C'est ça la suite. Oui, c'est ce qui est dans cette nouvelle, hein, qui s'appelle la marmite du pêcheur. Oui, parce que ce pêcheur, il y a la raréfaction des ressources halieutiques au Sénégal, comme un peu partout en Afrique. Donc il va pêcher, il va de plus en plus loin, il n'attrape plus assez de poissons. Il a des enfants, il ne trouve plus de quoi vivre. Mais il y a les accords de pêche qui détroussent l'Afrique. Donc lui, il est victime de cela. Et on parle toujours, depuis l'Afrique, quand on est en Afrique, on parle toujours de l'exploitation, du néocolonialisme, de l'Occident qui viderait notre grenier. Mais oui, est-ce qu'il pourrait le faire si nous tous, en Afrique, nous étions soudés? S'il y avait un panafricanisme où l'Afrique parlerait d'une seule et même voix? Mais non, chacun va signer ses accords d'une manière, séparée des autres pays. C'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas comme l'Union européenne qui va faire un grand ensemble qui va décider. Non, les pays africains vont aller individuellement. Donc chaque pays va signer, ce qui les affaiblit. Donc oui, ceux qui exploitent l'Afrique ne pourraient pas le faire s'ils n'avaient pas des complices locaux. C'est ça, ce sont les cyniques, hein, c'est le mot que vous employez. Hein. Vous dites carton rouge à ces dirigeants-là, carton rouge. Oui, qui font semblant de diriger le peuple africain tout en le livrant à la famine. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils se rendent compte qu'il faudra que l'Afrique, 54 pays qui peinent à être entendus, c'est parce qu'ils n'ont pas pu rassembler leurs forces. Et cela, c'est possible tant que nos dirigeants continueront à jouer leur match individuel à leur propre détriment. Donc, il faut à un moment donné que les Africains se rassemblent pour parler d'une même et unique voix. Oui, nos os paieront, vu l'espérance de vie en Afrique, nos vies servent d'engrais au monde des pillards. Oui. Les mots sont forts. Et oui, regardez l'espérance de vie en Afrique. Donc, c'est l'espérance de vie au Sénégal, par exemple. Si déjà à 40 ans, vous n'avez toujours pas trouvé un travail stable, quelle retraite pouvez-vous imaginer? Donc, du coup, c'est un monde où l'Afrique est là comme
une réserve disponible pour ceux qui peuvent utiliser ces ressources. Le pétrole africain, vous connaissez une compagnie africaine qui exploite le pétrole africain? Non, tous les noms, ce sont des noms de pays riches, donc des exploitants extérieurs. Vous connaissez une mine d'or en Afrique qui appartient aux pays africains? À part l'Afrique du Sud, ça n'existe pas. Oui. C'est toujours. Oui. Ce que vous dites, impossible d'avoir de l'électricité dans les villages africains, alors que l'uranium du Niger fait tourner les centrales nucléaires occidentales. À plein régime. Oui. Oui. Et puis derrière les villages de Niamey, on allume de la bougie. Oui. Quand vous allez dans les îles du Saloum, l'électricité n'est pas permanente. Et donc tout ça, franchement, si votre uranium permet d'alimenter les centrales nucléaires occidentales, vous pouvez au moins négocier une centrale nucléaire pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un minimum. Oui. Oui. C'est quand même pas éthique, même pour les gens qui utilisent cet uranium pour s'éclairer, pour avoir leur eau chaude, pour pouvoir cuisiner. Quand on sait que les villages juste à côté de l'endroit d'où vient cet uranium, ces villages-là ne peuvent même pas avoir l'électricité. Comment peut-on servir de réserve aux autres alors que la gamelle est vide en Afrique? En Afrique, oui. Oui, c'est ça qui... j'ai parlé une fois du chocolat ivoirien, on peut le dire du café éthiopien. Donc, vous savez, le paquet de café, il est hors de prix chez moi. Dans les supermarchés au Sénégal, le café, il est hors de prix. Ce café qui vient d'Afrique. Le cacao, le chocolat qui est vendu en Afrique, on ajoute de l'huile pour fluidifier, pour économiser. Tout simplement parce qu'il est hors de prix. Mais honnêtement, transformer juste le chocolat et faire des tablettes de chocolat en Afrique, c'est quand même à notre portée. Oui. Pourquoi on ne le fait pas? Oui. Donc, l'Afrique ne souffre pas d'un manque de ressources. L'Afrique souffre du défaut de transformation. Il faudrait consommer local, transformer et valoriser les produits de manière locale. Oui, il y a une autre phrase, Fatou Diom Nassif, la profondeur de l'Atlantique empêche-t-elle la beauté des vagues? Et je pense évidemment à tous ces pauvres qui finissent au fond de l'eau, dont vous dites, pratiquement en nourriture aux poissons. Oui, ce sont des jeunes qui sont là comme un festin pour les requins. Donc à un moment donné, il faut leur dire ce rêve d'Eldorado. Ça me déprime, parce que moi, j'en parle depuis tellement longtemps. Oui, les jeunes voient l'Europe comme l'Eldorado, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui fait la richesse de l'Europe? C'est d'avoir aussi pu transformer ses produits locaux. On va me dire la colonisation. Oui, je le sais. Il y a la colonisation. Oui. Tout ça a fait des réserves. Mais aujourd'hui, utilisons l'exemple de l'Europe, sa manière d'utiliser ses propres ressources, sa manière de valoriser, de transformer. Essayons de l'appliquer nous aussi. Voilà, ça n'empêche pas d'apprendre l'histoire, mais ça permet d'apprendre du quotidien. Maintenant, tout de suite là, hic et nunc, utilisons ces techniques-là pour valoriser nos produits en Afrique et puis faire de la richesse et donner du travail à ces jeunes-là qui se jettent dans la Méditerranée et dans l'Atlantique. Oui, le ventre de l'Atlantique, justement, c'était le titre d'un livre absolument incroyable. Vous aviez publié un bouquin qui s'appelait Marianne porte plainte. Oui. Vous auriez presque envie, là, on est à un peu plus d'un an d'une élection présidentielle en France, dont on dit d'ailleurs que Marine Le Pen, peut-être, pourrait gagner. Oui. Vous avez envie d'écrire à nouveau Marianne porte plainte? Marianne reportera plainte si on trahit son idéal de fraternité, d'égalité, de paix. Oui. Et donc, vous savez, on peut enfoncer les portes ouvertes tout le temps qu'il faudra. Parce que tout le temps qu'il y aura les mêmes bêtises, il faudra les dénoncer. Marianne portera plainte à chaque fois que ses valeurs seront trahies. Et Marianne portera plainte à chaque fois que nous aurons l'impression que la politique nous ment ou ne défend pas ce qui nous ferait rêver et ce qui pourrait nous rassembler. Qu'est-ce qui, pour vous, en ce moment, dans la politique française, ment? Qu'est-ce qui vous énerve particulièrement? Le sort des réfugiés. Oui, le sort des réfugiés. Et c'est pas que la France, d'ailleurs, c'est tous les pays européens. À part la Merkel qui fait un peu exception, puisque quand même, elle a eu un courage incroyable quand elle a accueilli des milliers de réfugiés. Et beaucoup de pays africains font des discours grandiloquents. On nous parle des droits de l'homme, ils donnent des leçons à l'Afrique et je me demande comment ils se regardent dans la glace. Donc on est là à toujours donner des leçons aux pays du tiers-monde tout en ne faisant pas mieux. Donc c'est pas parce que la demeure est plus jolie que sa morale est garantie. Donc en fait la demeure elle est riche, elle est très jolie et ça la rend encore plus égoïste. Le sort des réfugiés, des migrants, il est indigne. On ne peut pas signer la Convention de Genève qui protège les réfugiés et les traiter comme ça, comme des bêtes de foire qu'on ne peut pas loger, qu'on ne peut pas nourrir. Demander l'asile, c'est chercher un peu de dignité humaine.
Oui. Voilà. Et quand on est négligé, oui. cette dignité-là, on n'y accède pas. Et si Marine Le Pen, contre qui vous aviez écrit ce livre, gagne l'élection présidentielle, devient présidente de la République, que faites-vous, Fatou Diome? Vous avez remarqué, je ne dis jamais son nom. Oui. Donc, on m'avait dit, si j'avais peur d'une dame, d'une certaine dame, je n'ai pas peur d'elle. Et moi, je connais une marine marchande, la marine marchande de haine. Oui. Et ces bateaux-là, je ne veux pas les voir accoster en France. Donc voilà, et je pense qu'elle ne peut pas gagner si la France est fidèle à son idéal, si la France se respecte vraiment, elle va militer, Oui, elle mais va se lever. Si elle gagne quand même. Si elle gagne, je resterai pour combattre. C'est ça la démocratie. C'est même ça la beauté de la démocratie. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous avez le droit d'exprimer vos idées. Et alors moi, je serrerai bien ma ceinture pour me mettre debout et défendre mes idées. Et je sais que dans la France actuelle, je ne serai pas seule. Parce que les Français qui défendent les valeurs de la France, mais les belles valeurs, ce pays en est rempli. Simplement, ils sont silencieux. Donc, je dirais, comme j'avais dit une fois dans un entretien, il est temps que les beaux esprits reprennent la main. Alors, levez-vous et montrez que les lumières ne sont pas éteintes. Oui, parce que vous dites, au fond, c'est pas ça la France. Pour vous, c'est quoi la France, Fatou Moi, la Diome? France qui prône la haine et le rejet de l'autre, ce n'est pas ma France. Vous comprenez? Et en fait, c'est même... c'est drôle de le dire parce que si c'était ça la France, je ne serais pas venue. Donc moi, la France que je respecte, c'est de la poésie, c'est de l'humanisme, c'est de l'ouverture d'esprit. C'est la culture ouverte sur le monde. Et je ne demande pas à la France d'accueillir la planète entière. Je lui demande d'être en échange, en dialogue, en relation avec l'autre, pas dans le rejet. Donc on peut être en relation avec les gens sans pour autant qu'ils occupent votre salon, hein. Mais c'est un échange, c'est un partage, c'est une manière d'être ensemble. C'est une fraternité. Oui. Cette fraternité, vous n'avez pas l'impression qu'elle est malade en France, qu'il y a des tensions aujourd'hui, que tout ça peut être remis en question? Je ne dirais pas qu'elle est malade. C'est qu'en fait, on entend les malades. Ce n'est pas la fraternité qui est malade. Ce sont les gens qui en ont une vision malade que nous entendons un peu trop. Mais ils ne sont pas majoritaires. Peut-être que je pêche par excès d'optimisme. Mais les gens qu'on entend, les sectaires, radicaux et haineux, ces gens-là qui inscrivent leur état d'esprit toujours dans le rejet de l'autre, ce n'est pas parce qu'on les entend trop souvent qu'ils ont raison. Ce n'est pas parce qu'on les entend trop souvent qu'ils sont majoritaires. C'est tout simplement, c'est comme les calebasses, vous mettez 7 pièces dedans, vous remuez, ça fait trop de bruit. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de bruit qu'ils sont majoritaires ou qu'ils auraient peut-être raison. Ils n'ont pas raison, ils ne sont pas majoritaires. Simplement, quand les gens vivent bien, défendent de belles valeurs, ces gens-là n'ont pas la vanité de vouloir claironner sur tous les toits. Par contre, le haineux, le sectaire, lui, il a besoin de sonner les trompes pour annoncer tout le mal que ce sont des oiseaux de mauvais augure. Donc, il faut qu'on les entende. Eh bien, moi, je voudrais que l'autre France qui se tait se dise, nous aussi, nous devons faire entendre notre voix, parce que celle-là, c'est une voix d'harmonie. Elle n'est pas dissonante, elle est rassurante. Oui. Vous parlez tout à l'heure de la mer, on parle de votre grand-père qui vous amenait en mer, hein, Fatou Diome. Et au fond, la mer, c'était pour vous l'équilibre. C'est ce qui est dit dans ce livre. Oui. C'est l'équilibre, parce qu'au fond, c'est une forme de vérité. Oui, on ne peut pas tricher en mer. Donc le bras de mer est là, vous allez traverser, vous allez faire ce qu'il faut. Il faut tenir debout. Donc mon grand-père me disait, vivre, c'est apprendre à avoir le pied marin. Vous voyez, même en résistant aux idées d'une certaine dame de France que vous avez citée là. Marine Le Pen, puisque vous ne voulez pas citer son nom. Mais oui, même en résistant à ces idées, c'est ma manière à moi d'apprendre à tenir debout et de garder le pied marin. Donc, elle peut faire bouger la barque, je refuse de tomber et je ne me rends pas. Donc, je vais tenir. Et c'est ça la mer. Donc, la mer vous apprend une loyauté. La vague, elle est là, il faut la traverser ou passer dessous. Moi, je regarde la vague pour savoir comment la négocier. Oui, l'amour est mortel, mais lui seul sauve. Oui. De quoi aimer vivre, au fond? Qu'est-ce qui donne envie de vivre, Fatou Diome? Eh bien, ce dont nous parlons, le vivre ensemble, la paix, le dialogue des cultures, la curiosité de l'autre, l'ouverture au monde, cette soif-là d'apprendre des autres, de les découvrir. En tout cas, moi, ça me garde en route, ça me garde une forme d'appétit de vivre. Mais l'amour, quoi. Et l'amour, tout simplement. L'assiette pleine ne suffit pas.
Il faut peut-être l'assiette pleine, mais il faut aussi le cœur lumineux. Si le cœur est triste, si le blues est permanent, ben quoi que vous ayez, peu importe la taille de votre compte bancaire ou la qualité de votre nourriture, eh bien, vivre vous sera impossible. Donc c'est pour ça que cette année nous a bien fait souffrir avec ce virus, cet invité indélicat qui ne veut pas partir. Eh bien, je pense que tout le monde a besoin d'un peu de tendresse, de douceur, un peu d'amour, quoi, pour pouvoir retrouver des forces en nous. L'amour est la grande affaire de nos vies. Oui. Ça, c'est une belle phrase de vous. Oui, parce que tout ce qui nous lie avec les autres, que ce soit les parents, les amis, vous voyez, moi j'ai une fidélité énorme à mes grands-parents. Je parlerai tout le temps d'eux parce que c'est une histoire d'amour. Et c'est pareil pour des amis, c'est pareil parfois pour des voisins, c'est pareil pour les cultures, même pour la nourriture. Il y a des aliments que vous préférez. Et donc tout ça, c'est toujours construit autour de l'amour. Et on parlait de l'accueil tout à l'heure. Et c'est pareil, si je peux rester en France, c'est quand même, j'y ai trouvé aussi de l'amour parce que sinon, je n'aurais pas pu rester. Donc, il y a forcément des gens qui m'aiment et que j'aime et qui m'accueillent et qui me donnent le courage de rester. L'amour donne du courage. Oui, il y a une nouvelle qui s'appelle Boxer ou vivre. On ne racontera pas de quoi elle parle, mais au fond, j'allais dire, vous, c'est boxer et vivre. Les moi, deux. Je ne boxe pas, je câline. Mais je de temps en temps, quand même. Oui, hein. mais si je dois... Dire ce qu'on pense. C'est comme le point levé. Quand je dois résister, oui, je dresse le poing. Ça me rappelle le film avec Kevin Costner, Dresser avec le poing. Non, moi, je préfère me dresser avec les câlins. Mais c'est vrai que si on me cogne, je le rends. Donc, et ça, c'est la résistance existentielle dans la vie. Mon grand-père disait, on peut se battre sans battre les autres. Et ça, c'est philosophique. C'est à l'intérieur de nous que la lutte s'opère. Et le boxeur, là, c'était ma manière de parler des violences faites aux femmes. Oui. Donc, on est encore au mois de mars, avec la Journée internationale des droits de la femme. Et je voulais montrer que cet homme-là, à force de cogner, de régler tous ses problèmes avec son uppercut, eh bien, il a fini par être KO lui-même. En fait, faire du mal, ça vous détruit. La haine tue celui qui la profère. Affaiblit. Donc la haine, c'est un signe de faiblesse aussi. Et cet homme-là se croit fort parce que c'est un tas de muscles. Mais toutes les femmes qui l'aiment sont parties en lui donnant le même conseil. T'es malade, fais-toi aider. C'est un conseil humiliant parce qu'il est violent. Et là, il va se rendre compte qu'il cherchait de l'amour, il cherchait du respect. Mais quand on cherche du respect avec de la violence, en fait, on n'inspire que la peur. Donc, et quand on inspire la peur, eh bien, il y a la décrue pour l'amour. L'amour s'en va. Les femmes sont parties parce qu'elles ont peur. Et je dis que le pire ennemi d'un homme violent, c'est la mémoire des femmes. Parce que lui, il veut reconquérir son ex-copine. Il n'y arrive pas parce que la mémoire est là. Oui. Il y a une autre nouvelle qui s'appelle 7 mots par semaine. Si vous deviez choisir un seul mot, ce serait quoi votre mot, Fatou Diom? Fraternité, je le répéterai toujours. Fraternité parce que même dans la relation amoureuse, pour aimer bien un homme tendrement, un homme qu'on chérit, ou bien une femme qu'on chérit vraiment, pour bien l'aimer, il faut qu'il y ait une forme de fraternité là-dedans. C'est-à-dire l'autre humain en face de moi, qui me renvoie un regard dans lequel je me reconnais. Et si ma fragilité, je peux la lire aussi dans le regard de l'autre, mais je vais avoir l'envie de préserver l'autre. Parce que aimer quelqu'un, c'est la meilleure manière pour accéder à la tendresse, mais c'est aussi la pire manière de se mettre en danger. On est fragile quand on aime. Et donc, j'espère qu'il y a de la fraternité dans nos relations, même amoureuses. La fraternité pour les renforcer. Fatou Diom, s'il n'y a qu'un seul bouquin que vous devez lire, c'est celui-là, De quoi aimer vivre, ces nouvelles publiées chez Albin Michel. Merci beaucoup, Fatou Diom. Je vous souhaite à tous de quoi aimer vivre et le cœur lumineux. Merci. Merci.